Est-ce que tu peux le mettre en grand en général, s'il te plaît? Et l'inviter en vidéo? Ou les questions que vous voudrez me poser. J'y répondrai. D'accord, j'ai envoyé la caméra. S'il peut juste accepter l'invitation. D'accord, parfait. Oui, c'est bon. Donc pour la première étape, moi je vais dire pour introduire ce live, on veut déjà, si vous pouvez vous présenter aux Camerounais, aux jeunes qui sont ici, qui ne connaissent peut-être pas votre parcours, pour qu'ils puissent faire connaissance avec ce parcours-là. D'accord. Je suis né à Eboloba en 1954, ce qui fait que j'ai actuellement 71 ans. Je suis déjà un peu amorti et j'ai fait des études de sciences politiques. J'étais à l'Institut d'études politiques de Strasbourg. J'en suis sorti diplômé. Et puis j'ai continué à Paris 2, une maîtrise de sciences politiques, tout ça. Je suis allé en Amérique. Je suis rentré au Cameroun en 1987, après avoir passé 14 ans en France. Non, 16 ans, parce que si je compte l'école primaire, 4 ans, ça fait 16 ans. J'ai commencé à écrire, je peux dire, dès l'école primaire. J'étais toujours premier en rédaction, même quand j'étais avec les petits Français. Parce que je viens de vous dire que j'ai fait l'école primaire en partie en France. Et jusqu'au lycée, j'étais très bon en rédaction. Donc mon premier livre en tant que tel date de 1981, septembre ou octobre 81. Puis depuis lors, j'en ai beaucoup écrit, dans les 159, dans tous les genres. Donc mon genre préféré, c'est la poésie, mais j'écris aussi des romans. J'ai écrit beaucoup d'essais politiques, et des livres d'histoire et autres. Pourquoi je me suis lancé dans l'écriture? Parce que étudiant à l'Institut d'études politiques, j'étais un peu jaloux de mes camarades français. Lorsqu'on nous donnait un devoir, par exemple, je donne un exemple, sur Gaston Doumergue, le dirigeant de la... Général Gressa, moi je remonte, s'il te plaît. J'ai partagé sur WhatsApp, ça a créé un retour. J'ai partagé sur WhatsApp. Lorsqu'on nous donnait un devoir sur, par exemple, je disais Gaston Doumergue ou Grégoire Thériault, à la bibliothèque, il y avait des livres pour préparer l'exposé. Et je me disais qu'il n'y a rien comme ça au Cameroun. Il n'y a rien sur nos hommes politiques. Ça m'a poussé à, une fois que j'ai fini mes études, à commencer à parler d'eux. J'ai donc écrit sur pratiquement tout le monde. Je suis l'auteur qui a fait le tour du Cameroun. J'ai écrit sur, naturellement, Oumyobé. J'ai écrit sur Moumié. Je crois que nous ne sommes pas nombreux à avoir écrit sur Moumié. J'ai écrit Moumié, j'ai écrit, je crois, 3 livres. Oumyobé aussi dans les 3 livres. J'ai écrit sur Poncha, j'ai écrit sur Ndele. J'ai écrit sur Kemajou Daniel, qui a été président de l'ALCAM, Assemblée législative du Cameroun. J'ai écrit sur Mbida, André-Marie bien sûr, je crois dans les 3 ou 4 livres. J'ai écrit sur Maïmatib. J'ai écrit sur Aïdjo, bien sûr, plusieurs livres. J'ai écrit sur Assal. J'ai écrit sur Sopo Priso. J'ai écrit sur Eili Bébé. J'ai écrit sur plein de monde. Et puis j'ai écrit des livres d'analyse sur l'histoire du Cameroun. Et même des livres d'histoire, j'en ai écrit, j'ai écrit un de 1940 à 1952. Puis un autre, il fait dans les 350 pages, un autre sur la période de 56 à 1962. 56 parce que ça a été
l'élection législative qui a débouché la formation du premier gouvernement camerounais. Et puis 62, c'est la date de la fin de la démocratie au Cameroun. J'ai écrit sur un livre aussi intitulé Le Cameroun sous tutelle en 1972. Pour parler un peu de cette période, donc de 45 à 72, j'ai écrit beaucoup de romans, bref, plein de livres. C'est une passion pour moi. Et actuellement, je vis en Allemagne. Une fois rentré au Cameroun, je me suis lancé en politique, mais ça s'est mal terminé. Ça m'a coûté la prison. J'ai eu beaucoup d'inimitié, des gens qui m'ont détesté vraiment profondément. J'ai failli mourir en prison. Et les auteurs, les écrivains allemands m'ont suggéré de venir passer une année ici, si ça me disait. Moi, j'étais pas chaud, jusqu'au lycée, moi j'avais fait espagnol. Mais je me suis dit, sortant de prison, ça va un peu me laver, parce que vous savez, quand vous avez été en prison, partout vous passez en chuchote, il a été en tôle, tout ça. Sortir du Cameroun, ça allait un peu me blanchir, si je puis dire. Et puis je suis venu ici, et je m'y suis plu par rapport aux conditions de travail. Par exemple, je n'ai pas de problème d'électricité. Vous savez, souvent au Cameroun, vous voulez travailler, il n'y a pas de courant. Pendant 2 jours, 3 jours. Je n'ai pas de problème de connexion, Internet. J'ai la tranquillité. Au Cameroun, vous voulez écrire, la famille arrive, les cousins, là, machin. Donc, et finalement, je vis à cheval entre l'Allemagne et le Cameroun. Je vais au Cameroun chaque année, 2, 3, parfois 4 fois. Donc, je peux dire que je vis sur 2 pays. Je ne sais pas ce que j'ai oublié. En tout cas, s'il y a quelque chose qui manque, vous pouvez me demander également. Ok? D'accord, ça va. Merci. Très très belle présentation. Je pense que tout le monde l'a compris. Beaucoup d'ouvrages, j'en ai quelques-uns ici, j'ai beaucoup. La douloureuse histoire. Pas mal aussi. Les guerres des Carnépus aussi. Ce qui s'est passé là aussi, le combat des boules de tout des États. J'en ai pas mal aussi. Anthony Rondo. Donc, ce qui nous réunit ici, bien évidemment, vous vous en doutez, c'est de parler justement de l'histoire dans le monde. Il y a beaucoup de questions aujourd'hui il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se posent. Comment est-ce que ça s'est passé? Quelle est l'histoire du monde pour un début? Comment ça se passe? Parce qu'ici, là, moi, je vais lire la quatrième de couverture. Le Mungo, département au sol très fertile, à la misère par les expropriations foncières, ces incomparables atouts, depuis que le Cameroun a vu le jour à faveur du traité germano-douala le 12 juillet 1984. Est-ce que vous pouvez nous parler du Mungo, monsieur Nombre Moussa? Oui, mais comme vous l'avez lu dans la quatrième de couverture de ce livre et même production, c'est une région qui a un peu gère sa position géographique et puis son sol fertile. Parce que les Allemands ont créé de grandes plantations dans le sud-ouest actuel, camerounais actuel, et dans le littoral actuel, en tout cas, le Mungo, la plaine d'Impo, comme on appelait autrefois. Ils ont ainsi instauré un système qui était tout simplement de l'esclavage. C'est-à-dire qu'ils faisaient travailler les gens de manière ininterrompue. D'abord, ils les arrêtaient de force et tout ça. Et là-dedans, ils faisaient vérification parce que rapidement, la main-d'œuvre du Mungo a tari. Rapidement, ils ont commencé à faire des battus pour attraper les ouvriers agricoles, les esclaves. Et ils les ont fait venir dans le Mungo. Au bout d'un moment, ils sont partis. Comme vous le savez, les Français sont arrivés. Les Français ont continué dans cette politique, ont accru les plantations
dans ces plantations, au départ, les Allemands, c'était pour le cacao. Parce qu'il faut ceux qui ont introduit le cacao au Cameroun, le cacao, le café, l'EVA. Vous savez que c'était au début du XXe siècle, il y avait l'automobile était en essor. Donc il y avait les pneumatiques, les pneus de l'automobile, tout ça, il fallait du café et du caoutchouc. Donc les Allemands ont introduit l'EVA culture au Cameroun. Ils ont en même temps, c'était des plantations de bananes, hein, de palmiers à huile. Ils en importaient beaucoup aussi du Cameroun pour leur industrie, les cosmétiques et autres. Et l'ananas, à peu près ce qu'ils cultivaient dans la région du sud-ouest et de l'actuel littoral Mungo. Donc, comme en 1916, le Cameroun a été divisé, et une partie est partie sous domination anglaise au Nigeria. Donc la partie française, c'est elle qui est devenue le Mungo. À un moment, en 1933, je crois, 34 par là, l'administration coloniale française a décidé d'inciter les ouvriers agricoles à avoir des propriétés, de petites plantations. Ça a été un appel d'air phénoménal des populations non autochtones. Et comme je l'ai dit dans le petit film que vous avez diffusé, la population immigrée est passée de 4 500 à peu près à 30 000. C'est-à-dire qu'il y a eu à peu près, elle a été multipliée presque par 8. Et la crise est arrivée, la crise de 29, tout ça. Voilà qu'au moment où, on va aller rapidement, parce qu'il ne faut pas qu'on traîne trop sur ça, au moment où la revendication de l'indépendance commence, le Mungo se retrouve au cœur de cette bataille, dans ce sens que il y a des ouvriers agricoles faciles à mobiliser, en leur faisant comprendre que si vous tuez un blanc, vous allez garder la plantation. Et d'ailleurs, vous êtes maltraités parce que nous ne sommes pas indépendants, tout ça. Donc, la mobilisation à l'issue de la session spéciale des Nations Unies qui s'est tenue fin février et début mars 1959, vous savez qu'il fallait trancher un débat. Le maquis est né au Cameroun, pas pour l'indépendance. C'était pour s'opposer aux élections du 23 décembre 1956, auxquelles l'UPC était exclu. Donc, dans la nuit du 18 au 19 décembre 1956, donc 4 jours avant les élections du 23 décembre, l'UPC a commencé ses attentats pour empêcher justement l'organisation du scrutin. Et dimanche 23 décembre, les bureaux de vote ont été saccagés en Sanaga-Maritime et autres. Bon, ailleurs, ça s'est plutôt bien passé, on va dire comme ça. Et le maquis s'est renforcé toujours dans l'esprit que tant qu'il n'y aura pas la reprise des élections avec la participation de l'UPC, nous n'arrêterons pas. Alors pour trancher ce débat, l'UPC estimait que ces élections n'étaient pas représentatives de l'opinion camerounaise, étant donné que ce parti en était exclu. Il y a donc eu une session spéciale des Nations Unies à New York sur l'indépendance du Cameroun pour trancher cette question, à savoir, on reprend les élections de 56 ou pas, premièrement. Et deuxièmement, l'ALCAM, l'Assemblée législative du Cameroun, avait adopté une résolution préconisant la date du 1er janvier 1960 pour la levée de la tutelle, donc la proclamation de l'indépendance. Il fallait aussi que l'Assemblée générale de l'ONU tranche sur cette question. Enfin, il y avait la question de l'amnistie. Toutes ces personnes qui avaient été condamnées lors des émeutes de 1955, qu'est-ce qu'on en faisait? Dernière et ultime question qu'il fallait trancher, c'était s'il y a des élections, qu'on les fasse avant l'indépendance.
prendre les phrases par après. Bon, ça c'est plutôt la thèse, comme disait Abelenga, la thèse franco-française a triomphé, à savoir, d'abord, la date du 1er janvier 1960 est retenue pour la première proclamation d'indépendance. Deux, les élections de 1956 sont validées. Ce n'est pas parce que il y a eu des troubles dans une région. Bon, à l'époque, c'était les départements qu'on appelait régions. C'était les départements. Le nom a changé au mois de novembre 1959. C'est là que les régions sont devenues des départements. C'est pour ça, quand vous lisez les vieux textes, vous allez voir région du Mungo, région de la Sanaga maritime, région ils appellent quoi, Nyang et Sanaga, et c'était comme ça. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a eu dans une région qu'il a été nul. Donc, il y a eu une dette politique à l'ONU de la part de l'UPC. Et nous sommes au mois de mars, au mois d'avril, mai, Moumié, Ouandjé qui sont en exil, et les autres, bon, vous savez, Mouniobé est déjà mort, on va passer rapidement, ils sont entrés en contact avec un groupe qui opérait dans le Mungo, Camden Bernard. C'était une des bandes, il avait une des bandes qui opérait dans le Mungo. Il y avait beaucoup de bandes comme ça. Est-ce que vraiment c'était des nationalistes? Grosse question. Ils se réclamaient l'UPC, ils se réclamaient l'indépendance, mais les actes qu'ils posaient étaient-ils forcément des actes nationalistes? Grosse question. En tout cas, de l'exil où ils se trouvaient, les dirigeants de l'UPC se sont retrouvés en situation de collaborer avec ceux-là. Peu importe leur moralité. Et voilà donc comment est-ce que l'armée de libération nationale camerounaise, telle qu'ils l'ont baptisée, ALNK, est née sur la base de ces groupuscules qui opéraient beaucoup plus dans le Mungo et dans l'Ouest. Bon, la grosse question est de savoir pourquoi est-ce que c'est dans le Mungo, par exemple, que Ouandjé est venu s'installer plutôt que dans l'Ouest. Je viens de vous dire que c'était beaucoup plus à l'Ouest, le maquis dans l'Ouest avait ce côté, comment dire, c'était un mélange de jacquerie paysanne, de revendication d'un problème interne, à savoir qu'on avait déposé le chef Kamdem Nihim et autres. Le discours était plus difficilement acceptable pour les histoires d'indépendance et autres. Donc voilà, par contre dans le Mungo, il y avait ces ouvriers agricoles qui travaillaient dans les plantations, les Européens. Ils étaient plus facilement mobilisables dans le sens qu'on doit chasser les Blancs et autres. Le maquis a donc pris une tournure phénoménale dans le Mungo et on va aller vite parce qu'on a des questions. Et au point où il y a eu beaucoup de... il a été encore dit des dégâts collatéraux, mais il y a eu beaucoup d'exactions. Moi, j'ai vu les têtes coupées à Douala en 1960. J'étais tout gosse, j'avais 6 ans. J'ai vu l'incendie du quartier Congo. C'était des choses affreuses. En 1964, nous revenons de France. On a fait mon père à Tcham. J'ai vu les actions des maquisards, comme on les appelait. Mes parents ont failli être tués. Ils ont échappé de justesse à la mort, à l'assassinat. Les fonctionnaires étaient menacés, au point où on était protégés à Tcham. Le préfet était Kecha qui deviendra ministre. Kecha était là, il était préfet, et donc tous les fonctionnaires étaient gardés parce que les maquisards voulaient les tuer. Dans le Mungo, c'était terrible, c'était vraiment terrible. Il y avait ce problème de maquisage, j'utilise le terme de l'époque, qui chassait, qui opérait dans les plantations des Blancs, récupérait les terres, mais les plantations, mais en même temps aussi s'attaquer aux plantations des autochtones. C'était très confus dans le Mungo, c'était vraiment confus. Je me rappelle en 1960,
on avait un oncle, enfin un cousin à mon père, qui travaillait à Njombe, à la poste de Njombe. Nous sommes allés lui rendre visite en partant de Douala. Je vous dis, c'est qu'il y avait le couvre-feu, ils étaient gardés. Parce que même lui, le maquisard voulait incendier son bureau de poste. Parce que c'est lui, le bureau de poste à l'époque, c'était une maison en planche. Donc il habitait en haut et le bureau était en bas. Plus d'une fois, le maquisard avait voulu incendier le bureau de poste. Donc il était gardé par la gendarmerie, l'armée française et autres. Et donc les bombardiers, les bangas, c'était quelque chose de terrible. C'était tellement violent que les populations du Mungo en ont énormément souffert. Il y avait le maquis, il y avait l'armée française, c'était extrêmement confus. Par la suite, vous savez ce qui s'est passé. Wandji a été arrêté, mais c'est toujours ce que j'ai dit et que de nombreuses personnes disent, à savoir les troupes qu'il avait embarquées, à supposer que lui, il fut vraiment dans le combat pour une authentique indépendance, comme cela a été dit. Est-ce que vraiment ces troupes l'étaient autant que lui? Puisque on va faire une comparaison, si comparaison est raison. Voyez-vous, pour qu'on tue Savimbi, on l'avait repéré par un appel téléphonique du Turaya. Le téléphone à l'époque c'était quelque chose d'exceptionnel, du Turaya. Et c'est comme ça qu'on l'a localisé. L'attaque a commencé à 6 h du matin. On a tiré et il ripostait. Ce n'est que vers 15 h qu'il a été tué. Donc il y a eu presque 9 heures d'affrontement entre l'armée, on va dire, gouvernementale et puis Savimbi, et celle de Savimbi. Mais dans le cas de Wandji, il se fait arrêter où il se rend, c'est pas important, en tout cas, il se fait arrêter avec 2 ou 3 misérables personnes. Mais où sont passées toutes ces personnes qui faisaient la guerre dans le Mungo? Au moment de l'arrestation de Wandji, il devait avoir une fusillade d'au moins 4, 5, 6 heures de temps, puisque ces personnes ont fait la guerre pendant presque 10 ans dans le Mungo. Mais comment est-ce qu'on arrête Wandji avec 2 ou 3 malheureux personnes? Où sont passées toutes ces personnes? La réponse à cela est à peu près, elle saute presque aux yeux, à savoir ces personnes, toutes les fois qu'elles avaient obtenu un lopin de terre, elles déposaient les armes. Donc, on attaquait un village, on attaquait une plantation, les gens se sauvaient, on gardait la plantation. Alors, on revenait leur dire qu'il faut l'indépendance. Oui, ça va, bon, toi, avec tes histoires d'indépendance, nous, on a ce qu'on a. Donc, Wandji s'est retrouvé un peu esselé dans son combat. Les gens ne le suivaient pas forcément dans ce qu'il racontait là. Les gens voulaient la terre. Les gens voulaient adhérer à son groupe, à son idéologie pour la terre. Et ça a été un des gros problèmes du maquis dans le Mungo. Était-ce les troupes de Wandji, Wandji lui-même, bon, il se prend l'UPC, ok, mais ces troupes, les gens qui le suivaient, ces personnes étaient-elles vraiment également engagées dans le combat pour une vraie indépendance, comme le proclamait l'UPC? C'est toute la complexité du maquis dans le Mungo. Aujourd'hui, il y a beaucoup de livres qui sont écrits. Moi, j'ai dit, il faut dépassionner le débat. Il faut poser les vraies questions. On a beaucoup écrit sur ce que l'armée française a fait, sur ce que la France a fait, oui. Mais il faut aussi écrire sur ce que les Camerounais eux-mêmes ont fait. Il faut écrire. Je vous dis, comment on peut expliquer le fait que des Camerounais aient assassiné un député? Vous voyez? Ou encore Samuel, député de Michi. Il était de Batoufam. Il a été assassiné au mois de décembre 1957. Comment vous pouvez assassiner votre propre député? Est-ce que c'est ça l'indépendance? Et Wanko Samuel faisait partie des premiers ingénieurs camerounais quand il revenait avec son diplôme d'ingénieur de France. Je ne crois pas qu'ils étaient 5. On l'a assassiné. Vous voyez,
pourquoi vous assassinez votre propre député? Ça n'a pas de sens. Vous voyez, et je vous dis, les fonctionnaires étaient gardés. Nous, on était gardés à Tcham. Nous habitions, la maison existe d'ailleurs toujours parce que je l'ai vu dernièrement. C'est la maison, pour ceux qui connaissent Tcham, c'est la maison qui est maintenant la délégation départementale de la jeunesse et sport. Parce que mon père était de la jeunesse et sport. Il a été un des créateurs de ce ministère. Donc, cette maison existe toujours. Nous étions gardés. Et plein de fonctionnaires étaient gardés parce que on voulait les tuer. Donc, ok, on racontait qu'il y a eu les bombardements, on n'a pas, tout ça, oui. Mais il faut aussi raconter ce que nous-mêmes nous avons fait, qui n'était pas toujours aussi... On a nettoyé l'histoire du Cameroun. On a tué beaucoup de pages. Et maintenant que les années sont passées, bon, les générations qui étaient impliquées ne sont plus là. Les nouvelles générations, je crois que nous devons raconter les choses dans leur entièreté. Il ne faut pas raconter l'histoire de manière partielle. Il faut tout raconter. Le maquis dans le Mungo a été une boucherie abominable dans laquelle la confusion était totale. Lutte pour l'indépendance, lutte pour la conquête des terres, lutte pour la conquête territoriale, expropriation des populations par la violence, par la guerre, après les expropriations déjà effectuées par les Allemands, puis les Français. Et vraiment, le Mungo a été un pays, une région, martyre. Peu de temps avant que comment on l'appelle, Haïtien Gordon meurt, de manière tout à fait accidentelle, je suis entré en contact avec lui à travers un ami qui m'a amené à lui. Et nous avons sympathisé, moi qui l'insulte étant étudiant, nous avons sympathisé. Et bon, je lui avais posé cette question. Il m'avait dit que le problème avec le Mungo était très complexe, et que lui, au niveau de l'AD, ce qu'ils avaient trouvé comme solution avait été de créer ce qu'ils ont appelé les délégués du gouvernement. Ça veut dire que pour au moins satisfaire les populations du Mungo. Parce qu'il ne faut pas oublier que le premier maire d'un Kansamba, c'était Kamajou Daniel, quelqu'un de Bazou. Et la configuration sociologique du Mungo, voire en tout cas au moins d'un Kansamba, est telle que s'il y a des élections du maire, il ne peut pas, un natif de la ville ne peut pas être élu. Donc ils ont créé ce qu'ils ont appelé délégués du gouvernement pour commencer à répondre aux attentes, c'est-à-dire à cette revendication d'élection du Mungo